Donc, je vais parler de l'ambiguïté de la science. Donc mon propos va en quelque sorte essayer de se situer entre ce qui a été dit auparavant, ce soit par le professeur Chtadi ou M. Sihmadi Giroum, dans le sens où on va prendre un cas concret, c'est-à-dire on va prendre une communauté scientifique, universitaire, et on va essayer de voir quelle est la place de la science dans cette communauté et en même temps la place de l'art ou de la manière de penser la science au sein de cette communauté. Donc je préparais une intervention écrite, je vais vous la lire. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les étudiants ingénieurs, les lauréats et les collègues responsables de la filière PIC de la confiance qu'ils m'ont faite en m'invitant à participer à cette demi-journée. Je ressens une certaine gêne, bien sûr, parce que je ne suis pas spécialiste, mais j'éprouve un plaisir à être aux côtés de M. Ahmadi et de M. Chtadi. L'objet de mon propos sera la communauté scientifique et non pas la science. D'accord. Donc je considère que je vais essayer en quelque sorte de situer une mise en laboratoire de la science. C'est-à-dire que je prends la science et je vais essayer de l'expérimenter sur une communauté scientifique qui est les universitaires au Maroc. Et aussi des étudiants, parce que la communauté scientifique, c'est à la fois les scientifiques et les enseignants-chercheurs et les étudiants. Donc la mise en laboratoire de la science, je vais essayer de l'aborder d'une manière scientifique. Donc en quelque sorte, je vais aborder une science de la science, ou plutôt une sociologie de la science. Comme j'ai dit, j'ai trouvé une certaine gêne, parce que je suis ni sociologue, ni épistémologue ou anthropologue. Mais je vais beaucoup plus faire parler l'expérience et le vécu au sein de la communauté scientifique et universitaire. Donc, je vais essayer d'adopter une démarche scientifique dans la limite de mes compétences. Donc, a priori, il s'agirait de me risquer à aborder une science de la science, mais s'agissant de présenter une vision d'une communauté scientifique, une sociologie de la science correspondrait plus à mon ambition. Donc évidemment, plusieurs difficultés apparaissent dès le début. Parmi ces difficultés, est-ce que je pourrais apporter des réflexions à un système dont je fais partie moi-même, parce que je risque bien sûr d'être un peu subjectif et aussi conditionné par le système que je veux critiquer ou décrire. Est-ce qu'on dispose ensemble de suffisamment de recul nécessaire pour appréhender le problème? Et finalement, est-ce que le problème dont je veux parler, c'est-à-dire la communauté scientifique, étudiants et enseignants, est-ce que ce problème peut être traduit en une problématique sociologique qui peut être objet de mon analyse. Mais bien sûr, heureusement, parce que je n'ai pas les compétences de répondre à toutes ces questions, ça va me permettre de prendre le risque et de me lancer dans cette aventure en ignorant certains freins et certaines considérations qui peuvent me bloquer. La pertinence de mon objet, de mon intervention, c'est-à-dire l'ambiguïté de la science, elle a été relevée par Sylvain Roux, qui dit dans un de ses livres, l'usage du terme
science souffre de nos jours d'une ambiguïté, d'où le terme ambiguïté. Bien sûr que j'ai aussi repris d'un entretien de Jean Bachelard à l'Académie française, qui a organisé un cycle de séminaires sur l'ambiguïté de la science. Donc j'ai repris un petit peu le même titre. Donc l'usage du terme science souffre de nos jours d'une ambiguïté profonde, conformément à la tradition philosophique occidentale. Il signifie avant tout la forme la plus haute du savoir et de la connaissance humaine, mais il désigne aussi une forme spécifique d'activité sociale qui, dans les sociétés modernes, est la principale cause productrice des biens et richesses, ainsi que la matrice des modes de gestion des rapports sociaux. Ainsi, le concept de science, dans la tradition philosophique, lie-t-il le sujet connaissant à un désir de vérité qui est un engagement de la personne dans son rapport au monde, tandis que l'activité sociale suppose l'existence de travailleurs scientifiques pour qui la science est aussi une possibilité de carrière. Donc l'ambiguïté de la science vient un petit peu de ce double perception que l'on fait de la science, à la fois, comme mes chers collègues l'ont précisé, la science comme pensée, donc pourquoi ça sert à quoi, etc., qui relève, comme ça a été précisé, de la métaphysique, mais aussi comme instrument de maîtrise du monde et comme aussi instrument d'une meilleure compréhension de la manière, de loi de comportement, de la manière dont les choses donc se présentent, et ça nous permet aussi d'agir sur les choses parce qu'on maîtrise un petit peu les lois. Donc mon départ, je commence par une hypothèse que je vais essayer de vérifier sur la communauté scientifique. Donc l'hypothèse de départ, c'est que la science permet à celui qui la détient de mieux comprendre le monde dans lequel il vit et à une communauté organisée qui en ait la maîtrise, de mieux faire évoluer son organisation. Donc je prends ça comme une hypothèse de départ. La science permet à celui qui la détient de mieux comprendre le monde dans lequel il vit et à une communauté organisée qui en ait la maîtrise, donc qui a la maîtrise de la science, de mieux faire évoluer son organisation. Et je prends, comme j'ai dit, l'université comme objet de mon analyse. L'université marocaine, on constate qu'elle est en difficulté. On constate que la mécanique universitaire au Maroc est rouillée dans le sens où des valeurs qui ont constitué les fondements et simulé l'engagement des universitaires en particulier et l'élite marocaine en général dans la construction du Maroc postcolonial ont perdu leur essence. Ces éléments représentent aujourd'hui au sein des universités marocaines des identités bloquantes et des prétextes à l'immobilisme opportun et à la passivité. Je veux dire que on est parti du fait que la science permet à celui qui la détient et à la communauté qui la maîtrise, de réussir. Or, l'université marocaine ne réussit pas. D'accord. On est devant un paradoxe. Quand je dis qu'elle ne réussit pas, ça se répète assez souvent, donc on le voit dans les médias, dans les rapports par l'État elle-même, et on le vit au quotidien. On dit que l'université elle produit des chômeurs, n'arrive pas à s'ouvrir sur son environnement, n'accomplit pas sa mission sociétale, etc. Donc tout le monde... Cette situation de l'université marocaine incombe à la communauté scientifique. On ne peut pas dire que la situation dans laquelle nous nous trouvons, elle est là, elle est comme ça, parce que, d'accord, non, la communauté scientifique est responsable de la situation de l'université et elle est responsable de la situation
de son institution. Donc l'université marocaine n'accomplit pas pleinement sa mission. Tout laisse croire que cela est dû principalement à une incompréhension d'une grande partie de la communauté scientifique, composée des enseignants, des chercheurs et aussi des étudiants, de la mission qui leur incombe, ou du moins à leur difficulté d'entreprendre les actions qui exprimeraient cette compréhension. Tout ça pour dire que finalement la science n'a pas permis à une communauté scientifique de réussir sa mission. Donc ce que j'ai dit au départ, que la science permet aux gens de réussir, n'est pas vérifié. Donc le paradoxe à élucider, c'est l'ambiguïté de la science dont il est question dans mon propos résulte du paradoxe entre le postulat avancé de la capacité de la science à favoriser le progrès et la réalité de la situation de la communauté scientifique universitaire. Donc pour avancer dans mon propos, je vais essayer de poser une question, essayer d'apporter quelques réflexions dessus. Quelques pistes de réflexion à travers la question suivante. Donc, comment se fait-il que des scientifiques supposés détenir un niveau élevé de savoir scientifique se comportent ou agissent quelquefois de manière qui contredit l'essence du présupposé savoir qu'ils détiennent? Trois sous-questions. Donc, à partir de cette question, je vais tirer trois sous-questions. La première, c'est: est-ce que ces scientifiques, qu'elles soient enseignants ou étudiants, n'arrivent pas à opérer l'articulation qu'il faut entre la pensée scientifique et l'action? Donc, ils détiennent une pensée scientifique, mais ils n'arrivent pas à agir conformément à cette pensée. Ou est-ce que cette incohérence est le résultat de la structure du savoir scientifique dont ils disposent? Ou finalement, est-ce que le savoir, quel qu'en soit le contenu, quelle qu'en soit la structure, ne prédétermine pas la façon d'agir de celui qui en est le détenteur? Donc nous allons essayer un petit peu de toucher à ces trois questions. Donc parce qu'on a fait un constat, c'est que nous sommes scientifiques, nous supposons détenir le savoir, mais notre action ne correspond pas à la sagesse normalement, qui est attachée au savoir. Donc nous allons essayer d'aborder ces trois questions l'une après l'autre. Donc on commence par la première question: est-ce que les scientifiques, est-ce que la communauté scientifique n'arrive pas à opérer l'articulation qu'il faut entre sa pensée scientifique et son action? Donc parler de ça, on rappelle que la science au singulier a toujours été, jusqu'au Moyen-Âge, une connaissance dont l'excellence venait de ce qu'elle était une condition nécessaire à la sagesse, mais aussi de ce qu'elle était la meilleure voie vers la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, avant, on associait la science, comme ça a été rappelé par mes chers collègues, on associait la science au singulier, parce que la science c'est une chose, les sciences c'est autre chose. Donc la science, elle a été liée à la sagesse, à une démarche, à une pensée, à la recherche de la vérité. Donc le problème, à mon avis, vient du fait que cette perception de la science comme étant une recherche de la vérité, comme étant une recherche de la sagesse, n'est plus d'actualité. La fonction de scientifique aujourd'hui, elle est beaucoup plus une carrière professionnelle. Donc la carrière scientifique n'est pas le fruit d'une curiosité à satisfaire ou d'une recherche du savoir, et encore moins une recherche de la sagesse ou de l'accomplissement ou de la vérité, mais un simple hasard de parcours professionnel, un simple métier. On pourra parler de fonctionnariat scientifique. La science finalement, la science, on la pratique pour vivre. Albert Einstein nous en avertissait il y a bien longtemps. Il dit que la science est une chose merveilleuse tant qu'il ne faut pas en vivre.
Heidegger parle de deux perceptions de la science selon lui, différentes et opposées en apparence, c'est-à-dire la science comme savoir professionnel technico-pratique, M. Hamadi en a beaucoup parlé, et la science comme valeur de civilisation en soi, comme connaissance, comme sagesse, comme philosophie. Cette dichotomie entre la science comme savoir qui nourrit l'esprit et comme démarche qui éclaire l'action, et la science comme trajectoire professionnelle ou instrument pour maîtriser le monde, répond en grande partie à la première question. C'est-à-dire que la communauté scientifique ne perçoit pas la science comme un moyen de connaître, de comprendre le monde et de développer, de rechercher la vérité, mais comme un parcours professionnel, tout simplement. Donc la deuxième question, est-ce que cette incohérence, c'est-à-dire est-ce que le fait que malgré notre détention de la science, on n'arrive pas à réussir dans notre institution, est-ce que cette incohérence est le résultat de la structure du savoir scientifique dont dispose la communauté scientifique considérée? Est-ce que notre problème, c'est dans la structure de la connaissance? Ma réponse est oui. La structure de la connaissance que nous avons ne nous permet pas d'être sages, de rechercher la vérité, de se comporter d'une manière convenable. Parce que la science, normalement, est un espace, je vais faire un petit peu de mathématiques, topologique, continue, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance valable entre les différentes disciplines. Et un découpage strictement disciplinaire, comme nous le vivons aujourd'hui, il y a la faculté des sciences, la faculté des lettres, des sciences humaines, l'économie, le droit, etc. Ce qui n'existe qu'au Maroc et en France, en gros. Aux États-Unis, vous trouvez à Harvard ou à Cambridge, ou en Angleterre ou en Allemagne, vous trouvez l'université où il y a toutes les disciplines. Pourquoi? Parce que nous voulons des gens qui puissent réfléchir, qui puissent penser, qui puissent en même temps, bien sûr, disposer des outils pour faire des calculs en même temps. Donc le découpage, or lorsqu'on opère ce découpage, ce cloisonnement disciplinaire, on rend donc le découpage strictement disciplinaire des différentes sciences ne correspond pas à la nature de celle-ci. La science, elle est globale. Une connaissance strictement disciplinaire sans apports transversaux est une connaissance incomplète, pour ne pas dire infime. Le cloisonnement scientifique produit souvent un blocage pour le sujet et un frein pour la créativité ou l'innovation fondamentale ou appliquée. Et comme j'ai dit, ça n'existe qu'au Maroc, en France et les pays qui ont été colonisés par la France. C'est un cas très particulier dans le monde. Partout ailleurs, l'université, c'est un seul lieu où il y a tous les types de savoir et de connaissances. Et on côtoie le monsieur qui travaille sur le droit, la personne qui étudie l'histoire de l'art, et le monsieur l'architecte, etc. Tout le monde se côtoie. Heidegger l'a d'ailleurs l'a prédit. Il a dit que les domaines des sciences sont séparés par de vastes distances. Comme j'ai dit, la science normalement est un tout cohérent et continu. Le fait de découper, ça dénature la science. Donc les domaines des sciences sont séparés par de vastes distances. Elles traitent chacune leur objet d'une manière foncièrement différente. Cette multiplicité de disciplines ainsi émiettées doit le peu de cohésion qui lui reste à l'organisation technique d'université et de faculté et le peu de signification qui lui reste aux objets pratiques des spécialités. En revanche, l'enracinement des sciences dans leur fondement essentiel est bel et bien mort. Le fait de travailler sur des disciplines, le fait que quelqu'un travaille par exemple sur les mathématiques fondamentales, les mathématiques appliquées aux physiques théoriques, ça pose un gros problème. Ça fait perdre le sens à son objet, sur quoi il travaille. Parce que dans la vie, on ne trouve pas les mathématiques à l'extérieur. Lorsque je veux m'intéresser à un objet, il amène avec lui toute la complexité de la nature, toutes les disciplines. Si je veux étudier par exemple le développement, je travaille un petit peu sur ça, d'un territoire donné, dans le territoire, il y a le social, il y a le mathématique, il y a l'informatique, il y a le physique,
pas agir sur un territoire en éliminant toutes les disciplines. Donc le fait que je me cloisonne dans une discipline donnée, ça ne me permet pas de m'ouvrir et de travailler finalement. Ça me rend infirme, incompétent. D'accord? Donc l'urgence de la pluridisciplinarité vient du fait que, donc un autre point, le fait quand j'applique une démarche scientifique à un domaine et uniquement à un domaine donné, ça ne me permet pas de extraire la science, d'accord? Parce que je l'applique à un seul domaine. Donc finalement, je confonds le domaine que je traite avec les outils. Par contre, quand je travaille sur plusieurs domaines, quand je suis pluridisciplinaire, cela me permet de dégager mon approche, ma démarche. Donc ça me permet de mieux, ça me permet de connaître c'est quoi la science, de développer une démarche scientifique. Donc l'urgence de la pluridisciplinarité est seule garante à une communauté scientifique d'extraire, à travers de multiples expérimentations différenciées et variées, l'essence de la ou des démarches scientifiques. Il est nécessaire de développer une connaissance encyclopédique, bien sûr, dans une certaine mesure, on n'est pas tous Henri Poincaré, mais il faut qu'on ait cette ambition. Chacun va atteindre un niveau dans les 10%, 20% de Poincaré, si on le fixe comme référence. Donc la troisième question, est-ce que le savoir, parce que, donc je vous rappelle qu'on essaye de comprendre pourquoi une communauté scientifique d'enseignants, surtout des facultés des sciences, et d'étudiants, n'arrive pas à réussir à s'épanouir dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc la troisième question, est-ce que le savoir, quel qu'en soit le contenu, et quelle qu'en soit la structure, ne prédétermine pas la façon d'agir de celui qui en est le détenteur? Évidemment, oui, finalement, la science, surtout telle que nous la concevons aujourd'hui, on a donc enlevé la partie sagesse, la partie réflexion, la partie pensée, et on a gardé la science comme outil, en quelque sorte, pour dominer le monde. Donc la science nous éclaire, ou plutôt permet à notre conscience de mieux juger ce qui se passe dans le monde et nous fournit quelquefois des moyens d'agir et de nous comporter efficacement. Mais il revient à notre conscience, ce spectateur qui nous habite, et cette voix intérieure qui nous murmure ses conseils, d'interpréter les faits éclairés et de juger de comportements et actions à entreprendre. Les connaissances scientifiques participent ainsi à élever la conscience. C'est-à-dire que finalement, les choix que nous faisons, les décisions que nous entreprenons, ne sont pas automatiquement prédéterminées par la connaissance dont on a des choses. Finalement, il y a ce qu'on appelle la conscience aussi. La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est-à-dire c'est aussi une science, mais c'est une science de soi. C'est une... donc la conscience, c'est une science de soi, c'est une manière un petit peu d'oublier soi-même pour voir un petit peu les autres et de porter l'attention sur les autres. Et de ne pas rester prisonnier de son soi. Donc la communauté scientifique, pour essayer d'apporter aussi quelques réflexions sur son comportement et sur la manière dont elle agit, donc cette communauté scientifique se sent dévalorisée, ou bien elle sent que la science est dévalorisée dans notre société. La science constitue un facteur d'insertion sociale, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir scientifique, pas comme on ne peut pas faire une carrière facilement de notaire, il faut qu'on soit, qu'on ait, comme on dit au général, fils de famille. Mais la science, elle a permis à tout le monde, souvent, de faire une carrière, de réussir sa carrière professionnelle. Mais c'est probablement aussi cela qui a fait que la science n'a pas... il est peut-être boudé par le politique, par le scientifique, par les médias, par les entreprises. Et cette dévalorisation de la science
augmente la frustration de la communauté scientifique et qui se sentent parfois découragés donc finalement donc ça conduit beaucoup d'enseignants-chercheurs scientifiques à rejeter toute responsabilité dans le devenir de l'université et à se replier sur des convictions d'impuissance et de découragement. En guise de conclusion, donc la science est aujourd'hui, dans toutes ses branches, une affaire technique et pratique d'acquisition et de transmission de connaissances dans les facultés des sciences et techniques, dans les facultés des sciences, et ne peut nullement, en tant que science, produire un réveil de l'esprit, et là, elle-même, besoin d'un tel réveil. C'est la conclusion d'Heidegger, qui, bien sûr, je redis ce qu'a dit M. Guillaume, la science ne pense pas. Mais pour donc conclure sur une note positive, qu'est-ce qu'il nous faut pour éveiller la science et éveiller la communauté scientifique? Donc ici, je propose quelques points. Donc promouvoir le débat et le dialogue comme aujourd'hui, comme nous sommes en train de faire aujourd'hui, au sein de la communauté scientifique, ouvrir l'université sur son territoire, parce que cela permettrait à l'université de se préoccuper d'un objet et de favoriser l'interdisciplinarité, et puis de donner un sens aussi à son action, et aussi, bien sûr, d'avoir la reconnaissance du monde environnant, reconcevoir l'université marocaine comme un lieu unique pour l'universalité des savoirs, ce qui va automatiquement conduire à la pluridisciplinarité, s'approprier des nouveaux outils et médias de communication pour diffuser une culture scientifique, se préoccuper des enjeux sociétaux, bien sûr, mais pas uniquement, parce que parfois la recherche fondamentale aboutit à moyen terme à des innovations. Et puis la science ne doit pas être sujette à des contraintes externes et externes. Le devoir de rêver, donc pour terminer, les Marocains ont le droit de rêver d'une université à la hauteur et pour un Maroc moderne et prospère, mais la communauté scientifique universitaire, elle, a le devoir d'en rêver et l'obligation de réaliser ce rêve.